Monsieur Gozlan, directeur cabinet du président de région Christian Bourquin, Madame Lannan, adjoint maire de la ville de Montpellier, Mesdames et Messieurs, chers amis, je souhaiterais excuser en préambule Monsieur Guy Zemmour, président de l'Institut Maïmonide, représenté par son épouse, Madame Josette Zemmour. Ceux qui ont une idée claire de ce que doit être la chanson yiddish, forcément accompagnée de violon et de clarinette klezmer, ne s'y retrouveront peut-être pas. C'est Dalila qui parle. En effet, nous avons voulu nous débarrasser du carcan de la carte postale figée en étant nous-mêmes des musiciens vivant à Paris, nourris d'influences diverses, au service de mélodies magnifiques qui ont traversé le temps et l'histoire sans vieillir. Teddy Lassie poursuit-elle à arranger ses chansons avec ce qu'il est, un musicien issu de l'univers du jazz et de la musique chassidique. Car c'est cela la musique yiddish, un art du mélange des genres, de la rumba lente à la complainte des rues, en passant par le swing des comédies musicales américaines. Ce soir, il sera question tout naturellement du Yiddishland, de la Yiddishkeit, de la Yiddishitude, ce mode de vie, cette manière d'être, cette culture, cette identité propre aux Juifs d'Europe orientale. Une soirée consacrée au Yiddishland, à cet univers fabuleux, magique, riche, celui des Juifs d'Europe de l'Est, qui ont nourri de leur potentialité les régions, les contrées, les pays qu'ils ont traversés. Pologne, Russie, Roumanie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Allemagne, etc. Quel plus bel hommage pouvions-nous rendre à ce temps si brillant du judaïsme diasporique, démembré atrocement par l'antisémitisme nazi, englouti par la Shoah? Quel plus prégnant hommage que celui de recevoir Dalila, qui est le rayon de soleil français du monde ashkénaze. Il sera peut-être question ce soir de légitimation du yiddish par la France profonde. Le yiddish, la langue intérieure de Dalila. Alors je vais vous faire un cours sur ce qu'est le yiddish, mais juste quelques mots. C'est tout d'abord une langue germanique dérivée du haut allemand, avec un apport de vocabulaire hébreu et slave, qui a servi de langue vernaculaire aux communautés juives d'Europe centrale et orientale, les communautés dites ashkénazes, ashkénazes en hébreu veut dire allemand, à partir du Moyen-Âge. Il est également parfois appelé judéo-allemand, Yiddish-Deutsch. Le yiddish, sachez-le, a été parlé par les 2/3 des Juifs du monde, soit 11 millions de personnes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Depuis le génocide des Juifs par les nazis, au cours duquel la majorité de la population juive européenne a été anéantie, il est en voie de disparition. Et nous avons reçu la première année d'existence de l'Institut Maïmonide en 2000 à la maison Tibériade, Gilles Rosier du Centre Médel et Michel Lieberman pour une soirée consacrée au Yiddishland. Si aujourd'hui la majorité du judaïsme montpelliérain est séfarade d'Afrique du Nord, à l'image du judaïsme hexagonal, si les racines hébraïques de Montpellier sont arabo-andalouses, judéo-arabo-andalouses, n'oublions point que l'acte 2 des Juifs à Montpellier est éminemment ashkénaze, un acte passionnant de la fin du XIXe au début du XXe. Dalila nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir à Montpellier. Son nom la précède. Je ne vais pas la mettre mal à l'aise, mais tout de même quelques mots de présentation. De son vrai nom, Eliane Goudeville. C'est une chanteuse yiddish, une actrice française, qui est née en France après la Seconde Guerre mondiale, de parents juifs polonais ayant fui l'antisémitisme, qui sont arrivés dans cette France rêvée, la France des droits de l'homme, terre d'immigration, terre de diversité culturelle, ethnique, religieuse. Votre père, tailleur, trop sensible aux yeux de votre maman, est né à Krasnik. Vous êtes lauréate, chère Dalila, du prix de l'Académie Charles Cros, et vous vous êtes produit en France et sur de nombreuses scènes mondiales, en Argentine, aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne et en Israël. De vous, le critique Renaud Machard affirme que vous disposez, je le cite, d'une expression vocale idéale, simple et directe, comme la parole, et pourtant d'une sophistication à l'image de la fine et intelligente, et je rajouterai belle, artiste que vous êtes. Dans vos disques, vous abordez le répertoire traditionnel, on va pouvoir s'en rendre compte, comme celui des chansons extraites de comédies musicales américaines en yiddish, données dans les années 30, dans le Lower East Side de New York, qui fut, rappelons-le, le premier quartier d'immigration des Juifs d'Europe centrale. Dans vos spectacles, vous racontez votre vie de fille d'émigrés juifs polonais, qui ont choisi donc la patrie des droits de l'homme, et vous décrivez avec humour et une tendre ironie un monde à la fois passé si fortement présent dans le cœur. C'est ce qui transparaît dans votre ouvrage, Notre langue intérieure, coécrit avec Franck Juéry,
Aux éditions Naïve, et je remercie d'ailleurs la librairie Sorens qui s'est associée à cette soirée, vous aurez l'opportunité d'acquérir ce livre ainsi que le disque de Dalila à l'issue du concert. Également comédienne, vous réalisez Dalila en 2004 une performance d'actrice dans la pièce Yadia ou la tête ailleurs de Blanca Metzner et Dan Wollman, mise en scène par Zohar Wexler, programmée à Paris et au Festival d'Avignon. Le film Yiddish Yiddish, 1996, de Jean-Claude Bomerder, fait votre portrait et au-delà s'interroge sur la culture des Juifs d'Europe centrale. Quelle est la place aujourd'hui de la langue yiddish? Votre dernier livre-disque, Mon Yiddish Blues, est édité chez Naïve. La direction musicale et les arrangements sont signés Teddy Lasserie, multi-instrumentiste ancien de Magma. Ils intègrent le jazz, la musique chassidique, mais également la rumba ou les musicales de Broadway. La musique yiddish est un art du mélange des genres, vous rappelez très justement. Alors dans votre ouvrage, Notre langue d'intérieur, coécrit avec Franck Juéry, c'est une plongée dans votre enfance de petite fille d'origine juive polonaise à Paris, ce petit coin de Pologne reconstitué avec les instruments du shtetl, cette bourgade juive d'Europe de l'Est composée généralement à 80% de juifs. Les mamelles de votre univers, piano et machine à coudre. Les mots yiddish qui perlent votre quotidien. Ce quotidien yiddishisé qui vous fait préférer le dimanche, vous le disiez tout à l'heure lors de la répétition, contrairement à Charles Trenet, et d'ajouter que vous ne vous ennuyez jamais. Dans ce livre émouvant, nous portons effectivement un regard, votre regard, d'enfant spectateur, des regards crus mais attendrissants. Les amis de la famille qui défilent chez vos parents, le coiffeur M. Père, M. Weisser, le Schuster, le cordonnier, sans omettre M. Heuser, le tricoteur, ou encore messieurs Gold, Krantz et Ganef. Quant aux dames, elles ne sont point en reste, loin d'être oubliées. Mesdames Heide, Tranche, Toche et Hitche, et Madame Cizanne d'Auschwitz, qui entend demander des comptes à Dieu à sa mort. En filigrane dans l'ouvrage, chère Dalila, c'est la souffrance des Juifs d'Europe de l'Est et l'espoir en des lendemains qui chantent en France. Une soif de vivre, rire pour ne point pleurer, heureux comme Dieu en France, célèbre maxime répétée à foison pour décrire que les Juifs ashkénazes ne peuvent pas être plus heureux que dans l'ère hexagonale. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à Montpellier sous l'égide de l'Institut Meunier. Je veux simplement corriger quelque chose. Je n'ai pas le petit livre dont il s'agit, Notre langue d'intérieur, n'est pas coécrit avec. Je revendique l'écriture. Franck Juéry est un garçon de talent, c'est un photographe qui a mis en scène les photos, d'ailleurs qui ne rentrent pas si bien dans ce petit livre, des photos qui m'appartiennent, des photos qui ont survécu à des tas de choses. Et c'est donc un photographe. C'est le principe de la collection, de cette collection qui s'appelle la collection des livres d'heures. C'est qu'un auteur donc écrit des textes et un peintre ou un photographe ou un graphiste y participe. J'ai rétabli ma vérité. Merci Miguel. Entre 5 et 10 ans, contrairement à ce que dit Charles Trenet, eh bien, je ne m'ennuyais jamais le dimanche. Des amis venaient chez mes parents, ou alors on allait chez eux.
Alors, il y avait M. Bayrou, le coiffeur, M. Heuser, le tricoteur. Moi, j'entendais Oisen. Oisen, en yiddish, veut dire pantalon. Alors, pour moi, M. Heuser, c'était M. Pantalon. Je préférais même l'appeler M. Kilotte. Je trouvais ça plus drôle. Puis il y avait M. Pariser, le Schuster, le cordonnier, Mendele Goldkranz et Motke Ganev aussi. Il y avait une brochette de dames boudinées dans des robes du dimanche. Certaines avaient un numéro tatoué sur le bras. Elles avaient une façon de se mettre le rouge à lèvres, regardez, comme ça. Ça leur faisait la bouche en cœur. C'était la mode de la bouche en cœur. Alors, il y avait Madame Jenny, Madame Régine, Madame Chaye, Madame Rohale, Madame Zisale, Madame Gitsche, Madame Voitsche, Madame Hansche, Madame Topsche. Et il y avait Madame Esse aussi. Alors, Madame Esse, je m'en souviens très très bien, parce qu'elle était blonde, décolorée, toujours bronzée, un petit peu panichouchou comme ça, un petit peu pincée, Kokotov, Tsitzeskov. Mon père, il l'appelait Viviane Romans. Quand il croisait une femme, pas très belle, enfin qui faisait énormément d'efforts pour être plus belle, il l'appelait toujours Viviane Romans. Alors je peux vous dire qu'avec mon frère Jaco, on a bien rigolé. On se moquait d'eux, leur manie, leur retard, leur façon de parler. Monsieur Toyvieux, par exemple. Monsieur Toyvieux, il avait une rangée de dents en or, comme ça. Et puis, les cheveux gominés, coiffés à l'arrière avec des crans. Et puis, il avait des poules aussi. Personne ne réagit. Enfin, on disait ça doucement hein, quand on était ensemble dans la cuisine. C'était des Françaises. Monsieur Bayrou, c'était un grand monsieur, très beau, très séduisant. Il avait les cheveux tout blancs. Il était jeune, hein, mais il avait les cheveux blancs. Toujours bien coiffé. Normal, il était coiffeur. Alors lui, il était très entreprenant avec les dames. Il les caressait sur les épaules, un peu plus bas, et puis il les regardait aussi avec un regard lourd, chargé de sous-entendus yiddish. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les appartements où nous habitions étaient minuscules. Les salles à manger, elles étaient toutes petites. D'ailleurs, est-ce que c'était vraiment des salles à manger? C'était tout ce qu'on voulait, hein. Un atelier, la chambre à coucher pour le fils aîné, avec le fauteuil dans un coin, une machine à coudre dans un autre, des valises caisses au-dessus d'une armoire. Bon, d'accord, c'était des salles à manger. Eh bien, dans ces toutes petites salles à manger, il y avait une énorme table de salle à manger. Et derrière l'énorme table de salle à manger, il y avait d'immenses chaises de salle à manger. Et derrière l'énorme table et les immenses chaises, il y avait un énorme buffet de salle à manger, avec des biches sculptées sur les portes. Il pouvait même y avoir des biches au-dessus, vous savez, avec une diane chasseresse comme ça. C'était leur façon à eux d'aimer la campagne. Alors, ils étaient assis, hein, tout autour de la table, serrés, coincés, tout rouges, et puis ils parlaient. En fait, non, ils ne parlaient pas. Ils criaient fort, ils pleuraient fort, ils riaient fort, tout se faisait très fort. La discrétion, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Comme s'il avait fallu rattraper tout le temps perdu à se cacher, à raser les murs. Alors, je me souviens, on plaisantait beaucoup, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il riait si fort. Moi, je ne comprenais pas toujours très bien ce qu'il racontait, mais je sentais que c'était un peu grossier, certainement. Et quand il ne voulait pas que je comprenne, il parlait en polonais. Alors là, je savais
terrible ce qu'il disait. À 4 heures, on buvait de la vodka, du Vichnik, vous savez, cette liqueur qu'ils fabriquaient eux-mêmes avec des cerises, du thé citron. Les dames buvaient du thé citron avec le sucre là, hein, derrière les dents. Et quand elles buvaient comme ça faisait un joli petit bruit comme ça là. Et puis on mangeait aussi. Ah bah ça, on n'oubliait certainement pas de manger. Est-ce que vous vous souvenez de ce gâteau rond là, avec un trou au milieu, en forme de roue de secours? Moi, je trouvais ça un peu lourd. On pouvait même l'alourdir si on voulait, avec des raisins secs. Le Laïker. Les parents se levaient tôt le dimanche matin et ils faisaient cuire le Laïker dans le palestinaire top. Le plat, le moule palestinien. Et moi, cette expression palestinaire top, ça me faisait rêver. J'imaginais le désert, les chameaux, les oliviers. Ça exotisait le Laïker qui était quand même très Europe centrale. Et alors, le soir, on n'allait quand même pas s'arrêter de manger. Alors, on mangeait du foie haché aux oignons, des œufs hachés aux oignons, du bouillon avec des kneidler, du klotz avec beaucoup d'oignons aussi, on pouvait même rajouter un peu d'ail, des cornichons, du pain au cumin, du cou de poulet farci, du pied de veau engelé. Moi, je ne rêvais que de beefsteak frites. Mais maintenant, je les regrette ces dimanches-là. C'était des dimanches vivants, des dimanches pleins de cris, pleins de larmes, pleins d'histoires extraordinaires qu'ils racontaient, tous ces gens-là. C'était un monde à part, un monde hareng et cornichons, un monde qui sentait bon l'oignon. Et puis, je les regrette, tous ces gens-là, et leur façon de parler, leur zerbrochene Französisch, leur français un peu ébréché. Monsieur Heuser, justement, le tricoteur, eh bien, c'était un spécialiste des piles radiquées. Pendant un temps, il avait été spécialiste des cols roulants, mais vous savez ce que c'est, la mode change. Et puis, vous savez pourquoi il criait si fort? Et c'était parce qu'il n'était jamais d'accord politiquement. Voici. Il y en avait un sur lequel ils étaient tous d'accord. C'était Monsieur Manders-France. Monsieur Manders-France était un Israélite français, et puis il faisait distribuer du lait dans les écoles pour les enfants. Alors, ça pouvait être, regardez bien, hein, Monsieur Manders-France. Alors, bon, ils se réconciliaient, et dans une conversation plus douce, si on peut dire, plus intime, ils se disaient « Erwell der Sonnenfranche ». Et vous savez ce qu'ils se souhaitaient la veille de la Toussaint? Mais un freiliche Toussaint, un joyeux Toussaint, puisque de toute façon on se souhaitait un freiliche Noël, un joyeux Noël. Oh, et puis il y a une expression que j'affectionne particulièrement. Vous savez, quand c'était la morte saison, qu'il y avait des soucis, il respirait bien profondément et puis il disait « Mach mir, je m'en fous !» Je me fais à moi-même un je m'en fous. Je ne savais pas à l'époque, je ne savais pas combien c'était difficile pour eux de dire « Je voudrais du beurre des Charentes, s'il vous plaît ». Madame Clara, notre voisine, avec mon frère, on l'appelait Madame Klarczyk parce qu'on se moquait d'elle. Eh bien, Madame Clara, elle disait « Die Bär des Charenton ». Parce que Charenton, vous connaissez, c'était sur une ligne de métro. Et d'ailleurs, pourquoi on n'aurait pas dit du beurre de Charenton? Alors, je les regrette, ces dimanches-là.
non. Je regrette d'avoir eu honte aussi. Hanchale, Chayale, Gitche, Freud, Schleumale, Yankale, Berale, Alemale, Deutsche, Regine, Hanche, Itche, Moishe. Just
Thank